Bonjour à tout le monde. Donc, on va un petit peu parler ce midi de l'eau chaude sanitaire. Alors, exceptionnellement, vous ne recevrez pas les slides, tout simplement parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire, tous les sujets que je vais aborder aujourd'hui se retrouvent dans une brochure qui est disponible sur notre site, qui s'appelle tout simplement Eau chaude sanitaire. Je crois qu'elle existe, elle a été traduite également, hein, Sanitaire Warm Water. Donc, elle est également présente sur notre site, donc dans les deux langues. Donc, vous verrez que la plupart des schémas, des photos et des explications que je vous donnerai sont issus de cette brochure, qui est en outre plus détaillée que les slides. Donc, pour tous ceux qui veulent un, ou un complément d'information ou qui veulent avoir un support de ce qui sera dit ce midi, trouveront tout cela dans cette brochure. Alors, pourquoi parler de l'eau chaude sanitaire? Mais d'abord, parce qu'on se rend compte que la prix dans les coûts énergétiques de sanitaire augmente, pas tellement parce qu'on prend plus de douches, mais tout simplement parce que tout le monde fait des efforts un petit peu pour tout pour économiser l'énergie. Suite à la crise énergétique, on a mis son thermostat sur que bien, on fait un petit peu attention, mais malgré tout, on aime quand même bien prendre une douche chaude. Donc, cette part des coûts énergétiques dans les coûts totaux de l'énergie augmente. Et pourquoi également parler de l'eau chaude sanitaire? Parce qu'il y a plein de systèmes différents et que parfois on s'y perd un petit peu. Qu'est-ce que je dois choisir pour produire mon eau chaude? Alors, juste en titre d'introduction, et pour donner quelques idées de coûts, de ce que coûte finalement, hein, combien ça coûte une douche? Ben, écoutez, vous prenez une douche avec un pommeau de douche normal de 20 minutes ou de 25 minutes. Hein. Ceux qui ont des ados à la maison savent de quoi je parle. Ben, écoutez, si votre eau chaude est produite à l'électricité, ça va consommer 5 kWh, ce qui correspond, si je prends 30 centimes par kWh électrique, à 1,50 € pour cette douche. 1,50 €, vous allez me dire. Enfin, si vous prenez, s'il y a 3 personnes à la maison, c'est fois 3 et ça fait 300, ça va vite à 1 000 € par an. Donc, c'est quand même des sommes relativement importantes. Si vous chauffez au gaz, le gaz en général, on prend comme coût, enfin, actuellement, le gaz est environ à 8 centimes, même si je prends 10 centimes pour arrondir. Bah, écoutez, une grande douche de 20 minutes vous coûtera à peu près 50 centimes. Bah, si 6 fois 300 jours, ça fait 150 euros. Si vous êtes 4 à prendre un bain, ben voilà, vous avez une idée de ce que coûte l'eau chaude sanitaire chez vous, en tout cas pour l'hygiène corporelle. Bon, une vaisselle, ça coûte, là on parle plutôt de quelques dizaines de centimes par vaisselle. Mais voilà, ça se rajoute au reste. Donc, vous voyez que si on n'est pas dans les mêmes sommes que pour le chauffage, cette part n'est quand même pas négligeable. Hein. Pour une famille, on est vite à entre 500 et 1000 € par an pour l'eau chaude sanitaire, pour vous donner une idée de grandeur. Donc, se poser quand on veut changer de système ou qu'on veut adapter son système, c'est d'abord quels sont ses besoins. Les besoins, c'est quoi? Est-ce que j'ai une salle, est-ce que j'ai plusieurs salles de bain? Très important. Est-ce que j'ai des plusages simultanés? Deux personnes peuvent prendre une douche en même temps, ou trois personnes peuvent prendre une douche en même temps, ou pas? Est-ce que je vis seul chez moi, à deux, à quatre, etc. Donc ça, c'est les besoins chauds, c'est la première question à se poser. La deuxième question, c'est quels sont mes facteurs énergétiques chez moi? Comment est-ce que je me chauffe déjà aujourd'hui? Au gaz, à l'électricité, au mazout? C'est évidemment une question importante. En fonction de cela, ben, le moyen de production changera. Où sont mes points de puisage? Également une question importante. Est-ce que ma cuisine est fort éloignée de ma salle de bain? Est-ce que mes salles de bain sont fort éloignées de mes chaudières? Où sont les points de puisage? Est-ce que je suis loin de la production d'eau chaude ou pas? Donc ça, c'est aussi un point important. Et autre chose, est-ce que je dois remplacer ma chaudière? Si je dois remplacer ma chaudière, ben, peut-être que j'en profiterai pour repenser à ma façon de produire mon eau chaude sanitaire, ou tout simplement, je suis obligé d'y repenser parce que ma chaudière produisait également l'eau chaude sanitaire. Donc, par rapport à ces questions, il y a toute une série de réponses. Alors, ça, on va commencer par les réponses types, et puis après la présentation, quand je vous aurai parlé un petit peu des différents moyens de production d'eau chaude, on affinera ça et vous saurez un petit peu vers quoi se diriger. D'abord, il n'y a évidemment jamais de réponse absolue. Il n'y a pas il faut faire ça et il faut faire ça. Mais en fonction donc des questions à se poser,
on va voir vers quoi se diriger. Donc, on parlait des puisages simultanés. Dans l'absolu, on privilégie un système instantané, donc qui produit l'eau chaude dès qu'on la demande et où on ne stocke pas l'eau chaude. Qui dit stock, dit quand même déperdition. Comme je dis toujours, même avec un très bon thermos, mon café, à la fin de la semaine, il sera froid. Donc, même chose, un ballon, il y a des déperditions dans un ballon. Donc, on privilégie a priori les systèmes simultanés. Mais les systèmes simultanés, le débit est limité. Donc, s'il y a des puisages simultanés, parfois, on sera obligé de prendre un système avec stockage. Voilà, 100 à 200 litres pour une famille, c'est en général ce qu'on place, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que j'ai uniquement de l'électricité chez moi ou alors j'ai également du gaz? Si j'ai uniquement l'électricité, on en parlera, on peut se diriger vers un boiler thermodynamique. Sinon, a priori, et ici, lors de cette présentation, on ne va pas entrer dans une polémique tout gaz, tout électrique. Je sais qu'il y a une tendance à vouloir sortir de tout ce qui est énergie fossile et à privilégier l'électricité pour un peu tout, hein, que ce soit pour sa voiture, pour se chauffer, etc. Mais a priori, aujourd'hui, le gaz reste 3 à 4 fois moins cher que l'électricité pour le même kilowattheure, pour la même quantité d'eau chaude produite. Donc, a priori, on privilégie le gaz, en tout cas aujourd'hui pour son portefeuille. On affinera ça un petit peu tout à l'heure. Enfin, est-ce que j'ai des grandes distances entre les points de puisage ou entre les points de puisage et la chaudière? Une décentralisation de la production d'eau chaude, si j'ai une grande distance, peut être envisagée. Pour la cuisine, on en parlera tout à l'heure également, on peut éventuellement placer un petit chauffe-eau sous évier pour éviter d'avoir des canalisations qui traversent toute la maison. Et si la maison est très grande, on verra sous quelles conditions on peut envisager une boucle sanitaire, j'en parlerai aussi. Et enfin, est-ce que je dois remplacer ma chaudière? C'est clair que pour ne pas multiplier les appareils, ma chaudière, elle pourra aussi produire l'eau chaude. Donc, en gros, les règles de base, qui sont des règles de base, ce n'est pas un dogme, c'est juste quelques règles de base, pour produire l'eau chaude sanitaire sont privilégier le gaz, qui est quand même moins polluant que le mazout, mais qui est surtout nettement moins cher que l'électricité, qu'on prélève sur le réseau. On verra un petit peu tout à l'heure ce qui se passe si j'ai des panneaux ou si je produis moi-même mon électricité. On privilégie les systèmes de production instantanée où il n'y a pas de stockage, parce que je n'aurai pas de perte par sauf si évidemment j'ai des puisages simultanés. Si je prends 2 ou plusieurs douches en même temps, pour éviter le syndrome de la douche froide, quand quelqu'un d'autre prend sa douche, là on prendra probablement un système avec stockage. On place le producteur d'eau chaude le plus près possible des points de puisage. Ça me paraît assez logique, hein, pour éviter les pertes dans les tuyaux, entre autres, et les temps d'attente longs pour avoir l'eau chaude. On évite une multiplication d'eau chaude et de chauffage pour des raisons assez évidentes. Et enfin, on va éviter de placer une boucle sanitaire dans une maison individuelle. On parlera un tout petit peu du collectif tout à l'heure, où là, naturellement, dans les immeubles à appartements, c'est difficile d'éviter la boucle sanitaire. On a toujours une boucle sanitaire dans ce cas-là. Alors, quels sont les moyens de production d'eau chaude sanitaire? Je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs. Et soit ils sont indépendants du chauffage, donc, soit ils sont reliés au chauffage. Et quand ils sont indépendants du chauffage, ils peuvent être instantanés ou avec stockage. Même chose, quand ils sont reliés à ma chaudière, a priori, à mon système de production de chaleur, ils sont soit également instantanés ou soit il y a un stockage. Donc, si je prends ce qui est indépendant du chauffage et instantané, c'est typiquement ce qu'on appelait le Bulex, hein, le chauffe-eau instantané à gaz. On peut également, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais c'est vraiment pour mémoire, avoir un instantané électrique. C'est quand même quelque chose qu'on voit très, très rarement. Et si indépendant du chauffage, je peux également avoir des systèmes avec stockage, le boiler électrique, hein, ou le ballon électrique qu'on connaît tous, le ballon thermodynamique. Il existe également des ballons à gaz qui sont indépendants du chauffage, mais on en voit quand même de moins en moins. J'en dirai un tout petit mot tout à l'heure. Et enfin, dans les systèmes où c'est relié au chauffage, on a soit ce qu'on voit dans la plupart des appartements avec une chaudière individuelle, c'est ma chaudière gaz mixte instantanée, ou alors j'ai des systèmes avec stockage qu'on voit également vraiment beaucoup, c'est les ballons qui sont reliés à ma chaudière. Dans certains cas, j'ai des chaudières ou des chaudières murales avec un stockage qui est intégré ou un micro-stockage qui est intégré à ma chaudière. Donc ça, c'est les systèmes que l'on rencontre. Et si on regarde ça de façon un tout petit peu plus
détaillé. Parlons d'abord donc des ballons reliés à la chaudière, hein. Vous voyez ici un schéma de principe, hein. Donc j'ai une chaudière qui produit la chaleur. Cette chaudière, en général, elle est reliée à un ballon dans lequel il y a un serpentin. Il y a un circulateur qui fait circuler l'eau entre ma chaudière et ce ballon, ce serpentin qui chauffera mon ballon. Mais la source de chaleur, eh bien, la chaleur est bien produite par la chaudière. On trouve également des chaudières où ce n'est pas un système avec un serpentin, simplement j'ai un stockage. Donc j'ai une chaudière mixte qui produit directement l'eau chaude qui sera stockée dans un ballon également. Et ce ballon sera également relié avec une pompe à la chaudière. Vous voyez ici une photo typique de ce type d'installation. L'avantage des ballons, je l'ai dit, c'est qu'il y a des plusages qui sont simultanés possibles. On peut prendre 2 douches, 3 douches en même temps. L'eau chaude, elle est directement disponible. Il n'y a pas ce petit temps d'attente pour qu'elle se mette à température. L'eau chaude, elle est là. Et le coût à l'usage, en fonction du vecteur énergétique, est plutôt correct, hein, puisque c'est ma chaudière, qui, par exemple, une chaudière à gaz, qui va produire la chaleur. Les, les- les inconvénients, c'est qu'on maintient en permanence une grande quantité d'eau à température, donc il y a des pertes par stockage. Quand le ballon est vide, ben, il est vide. L'avantage, usage simultané possible, mais quand c'est vide, c'est vide. Il faut attendre de nouveau de réchauffer. Si mon ballon fait 200 litres, il faut attendre. En général, c'est une demi-heure pour 40 minutes pour réchauffer de nouveau mes 200 litres via la chaudière. Il y a un encombrement important, donc il faut un peu de place dans la chaufferie. Et en fait, on a un circulateur entre mon ballon et ma chaudière. Et ce circulateur, ben, il consomme de l'électricité. Voilà, mais sinon, c'est un système classique que l'on voit beaucoup. Autre système avec stockage, c'est mon ballon électrique. Bon, on en voit énormément. Pourquoi? Parce que c'est très facile à installer, c'est pas très cher. Les plusages simultanés sont possibles. Et les petits ballons, comme ici, vous voyez ici en bas à droite, les petits ballons sous évier, c'est très pratique quand on a une cuisine très éloignée des autres points de puisage pour ne pas avoir des tuyaux dans tous les sens. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas mal et qu'on peut installer. Mais attention, et je l'ai mis en gras, ces ballons, c'est le moyen le plus cher pour produire l'eau chaude à l'usage, et c'est ce qu'il y a de plus cher. D'une part, j'ai des pertes par stockage, mais surtout, je vous rappelle que pour le même kilowattheure, c'est 3 à 4 fois plus cher que le gaz. Même en pleine crise énergétique, c'était 2 fois plus cher que le gaz, l'électricité. Donc, c'est très cher de produire mon eau chaude avec un ballon. Autre point, c'est que le temps d'attente est très important pour réchauffer le ballon quand il est épuisé. Je vous ai parlé d'un ballon relié à une chaudière, c'est à peu près une demi-heure, 45 minutes. Ici, il faut 2 à 3 heures pour réchauffer un ballon de 150 litres quand il est vide. Il y a une résistance ces ballons sont réchauffés avec une résistance en général de 1500 à 2000 watts. Voilà, il suffit de calculer, vous verrez le temps qu'il faut pour réchauffer le tout. Si j'ai une résistance, voilà. Alors, si on a un ballon chez soi, et si on veut placer un ballon, il faut s'assurer qu'il soit bien isolé pour limiter les pertes par stockage, comme je vous l'ai dit. On choisit pour ça, pour être sûr qu'il soit bien isolé, un modèle avec un bon écolabel. Donc vous avez maintenant, quand vous avez les écolabels qui sont là, on prend un modèle B par exemple ou A. On ne surdimensionne pas un ballon. Pour une famille de 4 personnes, ça dépend évidemment des besoins, mais en général, 100 à 150 litres, ça suffit. 150 litres, je vous rappelle que c'est 5 douches correctes qu'on peut prendre. Donc ce n'est pas rien. C'est un bain, voilà. Donc, pardon, c'est 2 bains plutôt. Donc, ça, en général, ça suffit. 100, 150 litres pour une famille de 4. On ne maintient pas l'eau à haute température pendant les périodes où on n'a pas besoin d'eau chaude, lors des longues périodes d'absence. Et surtout, quand on a un ballon électrique, on va essayer de placer un timer pour qu'il ne se maintienne pas en température 24 heures sur 24. Je vous ai dit, c'est 2 à 3 heures pour chauffer mon ballon. Si avec mes 150 litres d'eau chaude, j'ai assez pour subvenir à mes besoins en eau chaude pour un jour, eh bien, par exemple, quand mon électricité coûte un peu moins cher, je vais chauffer mon eau, par exemple, entre minuit et 6 heures du matin. Et puis après ça, je vais m'arranger pour que la résistance ne maintienne pas l'eau en température. Certes, elle baissera légèrement
un petit peu au cours de la journée, mais normalement, elle sera quand même toujours chaude le soir. Et si nécessaire, je fais fonctionner mon ballon 2 fois 4 heures, mais pas 24 heures sur 24. En général, on voit de plus en plus quand même aujourd'hui, c'est que les gens qui ont des ballons électriques, ils mettent un timer dessus. Alors, si je vous avais parlé tout à l'heure du ballon thermodynamique, le ballon thermodynamique, c'est quoi? En réalité, c'est une pompe à chaleur RO. Alors, un petit rappel quand même, la pompe à chaleur, c'est quoi? Une pompe à chaleur ne produit pas de la chaleur. La pompe à chaleur, elle va chercher des kilowattheures gratuits à l'extérieur, dans l'air extérieur, et elle va les ramener ici dans l'eau de mon ballon. Qu'est-ce qui se passe avec une pompe à chaleur? C'est que le rendement, le COP, le Coefficient of Performance, on parle plutôt de COP dans le cas d'une pompe à chaleur, il sera d'autant meilleur que le delta T entre ma source froide, où je vais chercher mes gratuits, et ma source chaude, donc ici l'eau chaude, est le plus petit possible. Mais en général, et vous verrez pourquoi après, l'eau chaude que j'ai dans un ballon, en général, elle est à 60 degrés. Et ma source froide, qui est l'extérieur, bah, s'il fait froid et qu'à 0 degré d'or, j'ai un delta T de 60 degrés. Avec ça, j'ai un rendement très mauvais de, mon, de ma pompe à chaleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur toute une saison, la rentabilité sur la saison, donc pas instantanée, hein, je ne parle pas de la rentabilité du COP donné par le fabricant, mais le COP, c'est toute la saison, hein, le COP saisonnier, ou parfois on parle également de facteur de performance saisonnier. Il est assez médiocre sur une période, sur toute l'année. Ici, il y a des études ici qui viennent de l'ADEME, donc qui viennent de France, qui parlent, qui ont fait des tests sur 3 modèles et qui avaient des COP saisonniers inférieurs à 2. Ça veut dire quoi, inférieur à 2? Ça veut dire que je paye 1 kWh électrique pour avoir 2 kWh gratuits. Vous allez me dire, magique, 1 kWh payé, 2 kWh, 2 kWh gratuits. Certes, mais n'oubliez pas que le gaz coûte 3 à 4 fois moins cher que l'électricité. Donc, placer un ballon thermodynamique quand j'ai du gaz, pourquoi pas, mais vous allez payer votre eau chaude 2 fois plus cher quand même qu'avec du gaz. Certes, vous allez payer 2 fois moins cher que si j'avais un simple ballon électrique, mais 2 fois plus cher ou 1 fois et demie plus cher qu'avec du gaz. Donc, je veux dire, par rapport au gaz, ce n'est pas super intéressant. Donc, c'est mieux qu'une production électrique, mais moins bien qu'une production de gaz. N'oubliez pas non plus que l'électricité, il faut la produire. Aujourd'hui, on estime, c'est un chiffre qui est officiel, que le coefficient en énergie primaire pour fabriquer l'électricité est de 2,5. Ça veut dire qu'au niveau des centrales belges, en moyenne, j'ai besoin de 2,5 kWh de gaz ou d'équivalent gaz pour produire 1 kWh électrique. Autrement dit, le rendement moyen des centrales est estimé à 40% en Belgique. Donc, ce chiffre qui est un chiffre officiel, de 2,5, il est supérieur à mon rendement saisonnier de 2. Donc là aussi, même au niveau écologique, je ne suis pas sûr que le ballon thermodynamique soit super intéressant. Et je pars du principe qu'on utilise l'électricité prélevée dans le réseau pour produire l'eau chaude. Je ferai un bref insert tout à l'heure pour parler de la production, enfin si on a des panneaux solaires qu'on produit sa propre énergie, ce qu'il en est. Bref, au niveau de la rentabilité, tant énergétique qu'économique, il y a quand même des doutes sur le ballon thermodynamique par rapport au gaz. Par contre, il n'y a aucun doute, c'est bien plus intéressant qu'un chauffe-eau électrique. L'investissement reste assez élevé, par le 3 à 4 000 euros, mais par contre, les primes résolution sont assez importantes, hein. Je crois qu'il y a plus de la moitié qui peuvent être payées et remboursées via les primes. L'encombrement est très important. Ce type d'appareil est en général surdimensionné pour des raisons techniques. Et attention également, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est qu'une pompe à chaleur va chercher les kilowattheures gratuits là où ils sont gratuits, mais ils sont gratuits à l'extérieur. Donc, en général, l'environnement où je vais prendre ces kilowattheures gratuits se refroidit. Donc, ne pas faire l'erreur classique d'aller prélever, de placer mon ballon thermodynamique dans mon garage ou dans ma cave et d'aller chercher ces kilowattheures gratuits dans ma cave ou mon garage, sauf si ma cave et mon garage sont parfaitement isolés du reste de la maison. Donc, on va toujours chercher ces kilowattheures gratuits à l'extérieur de mon volume protégé ou de mon volume chauffé, puisque là où je vais les chercher, si c'est à l'extérieur, ça n'a pas d'importance, mais l'environnement va se refroidir. Bien quand on place ce type de ballon. Alors ici, j'ai un document, il date déjà de 2 ou 3 ans, mais qui émane de Testachat. Et Testachat a regardé le coût
le coût des différents moyens de production d'eau chaude. Euh, et là-dedans, on voit, y compris la pompe à chaleur, mon boiler thermodynamique. Et en rouge, vous voyez l'investissement et en bleu, le coût à l'usage. Vous voyez que mon boiler thermodynamique, tant si l'investissement peut être comparable à l'extérieur, ou en tout cas comparable grâce aux primes à d'autres moyens de production d'eau chaude sanitaire, à l'usage, il est nettement plus grand. Donc ici, vous avez des coûts estimés pour une famille de 4 personnes qui utilise 76 litres par jour. C'est très raisonnable, ça, hein, je vous le dis, il ne faut pas prendre des douches d'une demi-heure. Mais pour une famille de 4 personnes à 76 litres par jour, vous voyez les coûts des différentes productions. Et le boiler thermodynamique, il est quand même nettement plus cher que, par exemple, les systèmes instantanés. Vous voyez ici la chaudière murale instantanée, le chauffe-vent instantané. Ici, on voit les boilers dont je viens de vous parler. Euh, et vous voyez que le plus cher, comme je l'ai déjà dit, c'est le boiler électrique avec, voilà, vous avez la différence entre les deux tarifs, mais le boiler thermodynamique, il est quand même le coût de production, le boiler électrique, le coût de production est nettement plus cher, hein. On parle presque, regardez, par rapport à une production instantanée au gaz, c'est 5 fois plus cher. Donc, ça, test achat confirme les propos que je vous ai tenus. Un autre type de production qu'on voit, c'est le ballon solaire. Donc, le ballon solaire, c'est quoi? C'est des tubes. Alors, soit c'est. Oula, pardon. Voilà. C'est des tubes, ils sont soit. C'est des panneaux, soit tubulaires comme ici, soit plans, qui vont capter l'énergie solaire. On voit ici le schéma de principe, qui vont capter l'énergie solaire, qui vont la transmettre à une grande réserve d'eau, donc à mon ballon, pour le chauffer. Donc, de façon gratuite, puisque l'énergie vient du solaire, avec un rendement relativement correct. On parle de rendement de 7% pour un ballon thermique. Et par contre, ce type de ballon thermique nécessite une autre source de chaleur. Donc, soit on le relie à la chaudière, soit on met une résistance, parce que en général, que 50% pour une famille de 4-5 personnes, 50% des besoins en eau chaude peuvent être couverts par les panneaux solaires. Mais les 50 autres pourcents, il faut bien que, sauf si on aime les douches froides, il faut bien chauffer d'une autre manière. Les inconvénients de ce type de système, c'est quand même que c'est assez complexe, hein, à installer. Il y a un encombrement important parce qu'il faut mentionner également le ballon et la rentabilité. Voilà, on dit que c'est rentable à partir de 5-6 personnes. Le problème aussi, c'est que je vais beaucoup produire l'été, notamment en juillet, août, d'eau chaude sanitaire où on est parfois en vacances, donc là, on ne sait rien faire de son eau sanitaire. Donc, voilà. Donc, en général, on dit que si mon toit a une superficie limitée, il est plus rentable économiquement, je dis bien économiquement, de placer des panneaux photovoltaïques plutôt que des panneaux solaires thermiques comme ici. Mais ce système existe aussi. Si on a toute la place, pourquoi ne pas le placer? Alors, je vous ai parlé maintenant des différents moyens de production dans lesquels on a un stockage. Il faut quand même que je dise un petit mot de la légionellose. Je vous ai dit qu'on gardait l'eau dans les ballons à 60 degrés. Pourquoi? C'est justement pour éviter la légionellose. C'est une maladie infectieuse. C'est une bactérie qui se développe dans l'eau en général entre 25 et 45 degrés. Et c'est pour ça qu'on garde l'eau à 60 degrés, hein, pour éviter tout risque. Parce qu'on pourrait se dire, avec mon ballon thermodynamique, je vais plutôt produire de l'eau à 50 degrés, ce qui est amplement suffisant pour ma douche, hein. Je pourrais même produire à 40 degrés. Mais à ce moment-là, il y a le risque qui existe. Donc, si malgré tout on fait ça, on dit qu'au minimum, une fois par semaine, on fait monter l'eau très à 70 ou 80 degrés, on provoque une surchauffe dans mon ballon pour tuer les éventuelles bactéries de la légionellose qui apparaîtraient. Donc, il faut quand même, c'est pour ça que je dis un petit mot. Et vous comprenez aussi pourquoi on chauffe l'eau et l'eau dans les ballons et les garder à 60 degrés. Alors, je vous ai parlé des systèmes avec accumulation. Maintenant, en quelques mots, les systèmes instantanés. Donc, dans les systèmes instantanés, le classique, hein, c'est le chauffe-eau ici que vous voyez ici en bas à droite, c'est le chauffe-eau qu'on appelait Bulex à Bruxelles, donc le chauffe-eau instantané qui chauffe directement l'eau. La chaudière mixte instantanée, qui quelque part fait les deux,
qui chauffe, mais qui produit aussi l'eau de façon instantanée. L'avantage de ces systèmes, c'est qu'ils sont, comme vous l'avez vu, c'est les meilleurs marchés à l'usage et que la quantité d'eau n'est pas limitée dans le temps. C'est autre avantage que ça, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une douche de 5 heures si vous voulez, ben, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà. Donc, retenez surtout que ces systèmes, c'est quand même les moins chers à l'usage, mais le débit est limité. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, prendre 2 douches, ça va s'il y a des pommes douches économiques avec ce genre de système. Prendre 3 douches en même temps, c'est compliqué. Vous prenez un bain, une douche en même temps, c'est un peu compliqué aussi. Ici, il faut attendre un tout petit peu également que l'eau, en fait, ici, dans la chaudière, elle est chauffée indirectement via un petit échangeur à plaques. Ça met quand même quelques secondes pour que l'eau soit à température et en général, dans ce système ici instantané aussi. Donc, il y a un temps d'attente qui est un petit peu supérieur par rapport à un ballon. Euh, Ces systèmes s'entretiennent, que ce soit les chaudières à gaz ou les chauffe-eau à gaz, et un contrôle périodique tous les 2 ans est obligatoire pour les deux. Et très important, comme vous avez vu, je l'ai mis en rouge, les chauffe-eau instantanés, si vous en placez un, placez toujours des modèles étanches. Je sais qu'on voit encore des modèles qui ne sont pas étanches. Les modèles qui ne sont pas étanches, donc qui prennent l'air comburant directement dans la pièce où c'est et qui ont une cheminée traditionnelle, sont d'ailleurs interdits dans les salles de bain. On ne peut plus les placer dans les salles de bain. Si vous avez un modèle qui est toujours là, ok, soit, vous n'êtes pas obligé de le changer, mais aujourd'hui, on ne peut plus placer des modèles non étanches dans les salles de bain. Et si vous placez un modèle non étanche, dans la pièce où est ce modèle, il faut une ouverture permanente, pas une fenêtre, hein, une ouverture permanente vers l'extérieur. Il faut un trou dans votre façade qui donne dehors si vous placez un modèle non étanche. C'est quand même un petit peu absurde. Donc, si vous placez ce système-là, ou si vous devez remplacer un chauffe-eau instantané qui est vieux, toujours placer un modèle étanche. Et évidemment, le modèle étanche, on évite tous les dangers d'intoxication au monoxyde de carbone, hein. C'est pour ça qu'on fait des modèles étanches et c'est pour ça qu'il faut une ouverture permanente sur l'extérieur avec les modèles qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'on interdit de placer des modèles qui ne le sont pas dans des salles de bain. Alors, juste pour mémoire, parce qu'on en voit de moins en moins, et a priori, ce n'est pas vraiment vers ça qu'on se dirige. Donc, c'est les modèles électriques instantanés. C'est des modèles qui ont une résistance de très, très haute puissance, 5-6 kW. Donc, il faut quand même que votre installation électrique puisse supporter ça. Et c'est un débit assez limité. On voit ça parfois plus dans certains pays du Sud parce que c'est très facile, ça coûte pas cher à installer. Et en général, l'eau froide, pardon, a déjà une température plus élevée. Et sinon, on voit également des ballons à gaz. Donc, c'est des ballons tout à fait indépendants des chaudières où l'eau chaude est chauffée par le gaz. Donc, si vous mettez ça, choisissez aussi, comme vous le voyez ici, par exemple, un modèle étanche. Hein, ici, c'est avec ventouse. C'est quand même un encombrement important. Il faut amener le gaz là où il y a cet appareil. Voilà, il faut pouvoir placer cette ventouse sous le conduit d'évacuation. Donc, en général, on en voit de moins en moins, mais ça peut arriver qu'on ait ça. En général, soit quand il y a le gaz qui est près d'une salle de bain, on place plutôt un chauffe-eau instantané. Et sinon, on place rarement ça à côté d'une chaudière parce qu'on va plutôt, pour éviter les appareils, mettre alors un ballon qui sera relié à la chaudière plutôt qu'un appareil de ce type. C'est des appareils qu'on voit moins, mais je les cite pour mémoire. Je vous avais dit que je ferais un petit insert en parlant de l'eau chaude sanitaire et des panneaux photovoltaïques. On a énormément de questions de gens qui viennent nous voir en disant, mais moi, je vais supprimer mon ballon relié à ma chaudière, je vais mettre un chauffe-eau électrique parce que j'ai des panneaux photovoltaïques et ça ne me coûte rien. Alors, d'abord, 2 ou 3 petits commentaires par rapport à ça. On utilise l'électricité où l'on produit soi-même, là où elle est indispensable. Ça me paraît évident. Le frigo, la machine à laver, vous avez utiliser l'électricité que je produis quand il y a du soleil en tout cas, pour lancer mes machines à ce moment-là. Il existe un système qui s'appelle le PV Heater qui permet d'utiliser éventuellement, quand je produis de l'électricité, le surplus de l'électricité produite pour chauffer mon eau. On va dire, ça c'est magique, parfait, je vais installer ça, c'est très chouette plutôt que de l'envoyer sur le réseau. J'ai quand même 2 remarques à faire par rapport à ça. D'abord, c'est que si vous utilisez un chauffe-eau électrique et cette PV heater, donc quand je n'ai pas de surplus ou que je ne produis pas et que vous voulez avoir de l'eau chaude, vous allez quand même utiliser de l'électricité du réseau à 30 centimes. Et je vous ai dit que c'était le moyen le plus cher de
de produire mon eau chaude, puisque je vous rappelle qu'à Bruxelles, il n'y a pas de compensation. Donc, s'il n'y a pas de soleil et que vous voulez chauffer votre eau avec ça, il faudra chercher l'électricité sur les réseaux à 30 centimes. Donc, ce n'est pas spécialement intéressant. La deuxième chose, c'est qu'au niveau économique, à partir du moment où à Bruxelles, je peux revendre mon surplus, il est évident que si je revends mon surplus électrique au prix du gaz ou légèrement supérieur ou même un peu moins que le prix du gaz, ce ne sera pas très intéressant d'utiliser ce surplus pour chauffer mon eau sanitaire. Autant le chauffer avec du gaz à 8 centimes et le revendre, pourquoi pas, à 8 ou 9 centimes, ou même si c'est à 7 centimes, ce sera quand même plus intéressant de revendre mon électricité qui est le surplus de mon électricité produite par mes panneaux photovoltaïques. Et enfin, et là, c'est des grandes discussions et on ne va pas entrer dans un débat sur l'électrisation à outrance de, je veux dire, de nos sociétés au sens large, mais c'est quand même écologiquement discutable d'utiliser mon électricité, qui est compliquée à produire, que je vais recasser pour faire de la chaleur, alors que je pourrais la renvoyer dans le réseau, qu'elle serait utilisée ailleurs. Je peux même la revendre dans le réseau et elle sera utilisée ailleurs, là où je suis obligé d'avoir de l'électricité. Donc, oublions tout l'aspect économique. C'est quand même mieux que mon voisin utilise l'électricité pour son frigo que moi casser cette électricité pour faire de la chaleur et pour faire de la chaleur et de l'eau et chauffer mon eau sanitaire. Donc, même écologiquement, c'est quand même discutable de faire ça. Je sais qu'il y a des débats, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. C'est un avis, évidemment, qui n'engage que moi. Alors, je vous avais dit que je vous dirais aussi un mot sur la boucle sanitaire. Alors, c'est quoi une boucle sanitaire? Une boucle sanitaire, c'est à partir d'un endroit où je stocke de l'eau chaude. Donc ici, j'ai mon eau chaude qui est produite. Et j'ai une boucle, donc un tuyau d'eau qui parcourt toute la maison ou tout l'immeuble en permanence, hein, qui tourne, hop, grâce à un circulateur ici, grâce à une pompe de circulation. Et c'est à partir de cette boucle que je vais avoir, ce qu'on appelle le bras mort par ailleurs, que je vais avoir un tuyau, hein, un conduit qui m'amène jusqu'à mon point de puisage, qui m'amène jusqu'à ma douche, ma baignoire, mon évier. Donc ça, c'est une boucle sanitaire. À quoi reconnaît-on si chez soi on a une boucle sanitaire? C'est facile, hein. J'ouvre mon robinet, l'eau, elle est directement chaude. Pourquoi? Parce que la distance entre cette boucle où c'est de l'eau chaude qui circule et mon point de puisage sera peut-être de 1 ou 2 mètres, alors que ma production sera peut-être 20 ou 30 mètres plus loin. Donc ça, c'est la boucle sanitaire. Donc quand est-ce qu'on place une boucle sanitaire? Quand on a beaucoup de points de puisage et qui sont éloignés des uns des autres. Dans un immeuble à appartement, vous n'allez pas avoir un tuyau qui part du ballon qui se trouve en cave jusqu'à chaque appartement, ce serait un véritable spaghetti. Donc, à ce moment-là, j'ai une boucle qui circule dans tout l'immeuble et dans chaque appartement, on va avoir un conduit qui se pique sur cette boucle. Ça diminue la tempe de l'eau chaude et ça diminue les pertes, dans ce cas-là, en eau froide. J'insiste, en eau froide. Parce que si vous allez me dire, mais l'eau est directement chaude. Oui, si je n'avais pas de boucle, avant d'avoir l'eau chaude qui vient de ma réserve d'eau chaude ou de ma production, tout ce qu'il y a dans le bras mort, je dois le vider. J'aurai peut-être 10 mètres de tuyau à vide d'eau en eau froide. Mais si j'ai une boucle, c'est directement chaud. Oui, mais cette chaleur, si j'attends 10 heures entre deux puisages, pendant 10 heures, toute l'eau qu'il y a dans ma boucle a également perdu plein de chaleur. Simplement, vous ne le voyez pas parce qu'elle est directement réchauffée par l'endroit où je produis mon eau chaude. Donc, en fait, les pertes sont au minimum équivalentes, au minimum, hein, pour le moment, on en est là. Mais comme cette eau, elle circule en permanent dans le bâtiment, même l'été, ça veut dire que j'ai des pertes en permanence dans tout le bâtiment, même l'été. Et en plus de ça, j'ai un circulateur qui fonctionne en permanence, donc j'ai des consommations électriques en permanence. Donc, une boucle de circulation, une boucle sanitaire, c'est quelque chose qui a un coût énergétique très important. Un coût électrique par mon circulateur et par mes pertes de l'eau chaude qui circule en permanence dans ces tuyaux, en permanence, même l'été. Même l'été. Si c'est l'hiver, les pertes dans ces tuyaux, c'est un peu moins grave, je vais quand même chauffer ma maison. Si par contre ces pertes se font en cave ou dans un endroit où je ne chauffe pas, évidemment c'est dramatique. Et je vous assure qu'on voit encore des boucles en cave qui ne sont pas isolées. Donc ça c'est vraiment, ça c'est pour réchauffer les taupes. Donc c'est vraiment à éviter à tout prix. Donc quand j'ai une boucle sanitaire, il est vraiment, et parce que je dois en placer une, il faut isoler la boucle
en tout cas en dehors du volume protégé, et idéalement, d'ailleurs maintenant c'est une obligation dans le neuf, même dans le volume protégé. Et enfin, il faut essayer, si j'en ai une, de temporiser cette boucle, voire l'arrêter la nuit. Dans un immeuble, à l'appartement, ce n'est pas possible, évidemment, parce que les gens peuvent prendre des douches à n'importe quel moment, mais chez vous, à la maison, on prend rarement, sauf si vous travaillez la nuit, mais en général, on prend rarement des douches la nuit. Donc, arrêtez la boucle la nuit, au minimum, arrêtez-la la nuit. Vous partez en vacances pendant 2 semaines, arrêtez la boucle, sinon vous aurez vraiment votre circulateur qui va tourner en permanence et vous aurez une perte d'énergie en permanence, parce que cette boucle, elle est maintenue à température, évidemment. Elle est maintenue à 60 degrés, donc vous avez de l'eau à 60 degrés qui va chauffer votre maison en permanence, y compris l'été, hein, y compris l'été. Donc, on évite de mettre une boucle dans une maison individuelle. Parfois, dans des très grandes maisons, on en voit. À ce moment-là, isoler au minimum en cave et dans les endroits non chauffés, et on essaie de la temporiser. Juste petit rappel, dans les immeubles appartements, parfois vous vous demandez c'est quoi ces espèces de drôles d'appareils que vous voyez ici en bas à gauche. Simplement, ça c'est des échangeurs à plaques. Donc dans un immeuble appartement avec une chaufferie collective, qu'est-ce qu'on voit en général comme système? On voit une chaudière qui est reliée soit directement à un ballon, le même système que vous avez vu tout à l'heure, soit qui est relié à un échangeur à plaques, et puis de là part une boucle qui va dans tous les appartements. Là aussi, dans les immeubles appartements, on va isoler naturellement la boucle, très important, et on isole aussi l'échangeur à plaques. On ne voit que trop peu aujourd'hui d'échangeurs à plaques isolés. Là, vous avez un isoleur à plaques qui n'est pas isolé. Ici, à droite, vous voyez un échangeur à plaques qui est isolé. Donc, on essaie d'isoler un maximum cela. Alors, on va terminer par quelques exemples types, quelques installations types. Voici un appartement, par exemple. En général, dans un appartement avec une chaudière individuelle, ben, j'ai une chaudière. Et de cette chaudière, qu'est-ce qu'on place? Vous avez en bleu mon circuit de chauffage, hein. De cette chaudière, en général, c'est une chaudière mixte instantanée, typiquement, et où je pars pour aller vers ma cuisine. Un conduit part vers ma cuisine et un conduit part vers la salle de bain. Le schéma est schématisé. En général, ce qui se passe, c'est que j'ai un collecteur intermédiaire d'où je pars, mais ça ne change rien au concept. Donc ça, c'est voilà, typiquement dans un appartement, c'est ce qu'on privilégie, c'est comme système de production d'eau chaude. Vous n'avez qu'un seul appareil qui va faire les deux, un seul entretien tous les 2 ans, et c'est moins cher à l'usage, comme vous l'avez vu. Autre exemple, dans une maison familiale, je dirais typique, une maison bel étage typique. Dans ce cas-ci, j'ai mis, c'est récent, souvent on met les chaudières maintenant pour éviter les cheminées, les chaudières dans les combles. J'ai 2 salles de bain. Là aussi, si j'ai 2 salles de bain et que j'ai rarement d'épuisage simultané, c'est si ma chaudière qui, de façon instantanée, va produire l'eau chaude sanitaire. Et si ma cuisine n'est pas trop éloignée, ben, elle peut aussi préparer l'eau chaude de ma cuisine. Si j'ai une cuisine qui est vraiment loin du reste ou qui est dans une annexe, etc., n'hésitez pas à mettre un petit chauffe-eau électrique. C'est un petit peu plus cher à l'usage, mais c'est quand même des usages. On n'utilise pas beaucoup d'eau chaude dans les cuisines. Vous mettez un petit chauffe-eau électrique sous évier. Vous n'oubliez pas de l'éteindre après usage. Les petits chauffe-eau de 10-15 litres qu'on met sous évier électrique, en général, il y a aussi une résistance de 1500 watts là-dedans. 1500 watts pour 15-20 litres, ça chauffe vite, hein. En 10 minutes ou même pas en 5 minutes, c'est chaud. C'est cette même résistance de 15 de 1,5 pardon, à 2 kilowatts dans un ballon de 200 litres. Oui, là, évidemment, il faut 10 fois plus de temps pour le chauffer, hein, donc. Mais dans un petit chauffe-eau sous évier, ça va relativement vite. Donc, n'hésitez pas à mettre ça si c'est compliqué, si c'est trop compliqué d'amener des tuyaux jusque dans la cuisine. C'est souvent le cas parce que c'est dans des annexes, on ne sait pas où les faire passer ces tuyaux. Une maison unifamiliale avec classiquement ma chaudière en cave, 2 salles de bain. C'est un peu le même principe que précédemment. Donc ici, toujours mon eau chaude sanitaire. Par contre, ça part de mon ballon. Ici, par exemple, d'épuisage simultané. Donc j'ai mis un ballon. Là aussi, je pars vers l'eau chaude de ma cuisine est assurée ici par la chaudière et le ballon, mais si ma cuisine est vraiment excentrée, vous pouvez mettre un petit chauffe-eau électrique sous évier. Voilà, le schéma classique d'eau chaude dans une maison unifamiliale. Enfin, dans la maison bruxelloise, ce que j'appelle la maison bruxelloise, donc c'est les maisons à 3 ou 4 niveaux assez hautes, hein, en briques rouges, plutôt étroites, qu'on l'on voit beaucoup
dans la région. Mais dans ce cas-là, c'est parfois compliqué d'aller chercher les points de puisage avec ma chaudière, parce qu'en fait, les points de puisage sont souvent au deuxième, troisième niveau, ma chaudière est en cave. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas décentraliser la production de l'eau chaude, par exemple avec un chauffe-eau instantané que je vais mettre dans mon grenier. Il faudra naturellement faire monter le gaz jusque-là, ce qui n'est pas trop compliqué, ce n'est qu'un tuyau à faire monter. Jusque-là, ça permet d'une part de ne pas avoir des spaghettis dans toute la maison pour aller chercher mes points de puisage à partir de ma chaudière. Et d'autre part, on aura peu de pertes parce qu'on sera relativement proche des points de puisage. Donc, c'est quand même un système assez avantageux. Et là aussi, si ma cuisine qui est au rez-de-chaussée, qui est loin du reste, eh bien là, on mettra un petit ballon sous évier dans la cuisine. Donc, c'est aussi un schéma. Il n'y a pas de schéma type. À chaque cas, on réfléchit à la situation en fonction, je vous l'ai dit, de ses besoins et de la disposition des lieux, du vecteur énergétique présent, etc. Donc, ceci n'est pas un schéma qu'il faut absolument respecter, c'est simplement des idées et voilà, c'est des directions en fonction de en fonction de ce que vous avez chez vous naturellement, on ira dans une ou l'autre direction. Et je vais terminer par les conclusions. Donc, le choix final sera le meilleur compromis. Et le mot compromis est important, évidemment, puisque il n'y a pas une solution. Ça dépend de votre situation chez vous. Le meilleur compromis entre les règles, et je vous dis, il ne faut pas être dogmatique, hein, c'est entre voilà, on va dire les schémas directeurs suivants. A priori, on préfère le gaz. Et une fois de plus, on ne va pas être dogmatique. Et je vous ai dit voilà, je sais qu'on veut tout électrifier maintenant, mais a priori, le gaz, en tout cas, l'usage est clairement moins cher aujourd'hui que l'électricité. On préfère, et vous avez vu les coûts, on passe le producteur d'eau chaude le plus près possible des points de puisage pour éviter les pertes dans les conduites. On est dans les pertes en eau froide que les déperditions de chaleur. On évite une multiplication des appareils de production d'eau chaude et de chauffage. Donc, si un appareil peut produire, un seul appareil peut produire chaleur, c'est quand même mieux, tant au niveau entretien qu'à l'achat. Et on évite, je vous l'ai dit, de placer une boucle sanitaire dans une habitation individuelle. Et tout ceci étant dit, je vous rappelle quand même que prendre une douche, c'est agréable et peut-être pas rester une demi-heure dedans, mais économiser l'énergie ne signifie évidemment pas prendre des douches froides tous les jours. Donc, il ne faut pas supprimer le plaisir d'un bon bain ou d'une bonne douche naturellement. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de l'écoute et je vais essayer de répondre à vos questions. Parfait, merci Nicolas, c'était très clair. C'était un bel exposé qui nous permet de mieux comprendre les différents systèmes possibles pour produire l'eau chaude sanitaire en fonction de la typologie de notre logement, mais aussi de nos besoins et des vecteurs énergétiques disponibles. Nous allons passer maintenant à la session des questions-réponses. Alors, il y a plusieurs questions, quelques questions qui ont été répondues Charles, directement. Oui. petite question très technique. Je partage mon écran, je le Non, départage. Tout est en maintenant, il a ordre? été partagé par, Florence qui a, fait un Parfait. copier-coller des questions pour que tout le monde puisse suivre les questions en direct et moi je vais te les relire, mais normalement tu les vois aussi. Il y a une première question sur une installation de pompe à chaleur dans un logement, où, il y a des panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est toujours intéressant de chauffer l'eau au gaz d'un point de vue écologique, on parle, ou de placer, une production d'eau chaude liée à la pompe à chaleur RO? Tu as déjà abordé la question, mais je pense que tu peux la résumer Oui, rapidement. alors ici, on parle parce qu'en fait, il y a, si j'ai bien compris, il y a déjà Une pompe à chaleur pour le une pompe à chauffage. chaleur pour le chauffage. C'est clair que s'il y a une pompe à chaleur pour le chauffage, on va peut-être pas, et que on va peut-être pas. Alors, il y a d'une part, ça reste naturellement un peu moins cher de produire son eau chaude avec le gaz, mais il y a déjà une pompe à chaleur, on ne va pas multiplier les appareils. On va peut-être pas faire entrer, en tout cas, je ne le ferai pas entrer le gaz dans l'appartement uniquement pour mon eau chaude sanitaire. Et dans ce cas, probablement que je irai quand même vers une solution toute électrique en sachant que la pompe à chaleur, c'est quand même plus intéressant qu'un simple chauffe-eau électrique, hein. Donc, voilà, je crois que, en tout cas dans le neuf,
par exemple, clairement, je conseille si on, d'aller vers une pompe à chaleur avec l'eau chaude également produite par la pompe à chaleur et de ne plus mettre de gaz à ce moment-là. Donc là, on décarbonerait le tout. Si en plus il y a des panneaux solaires photovoltaïques, ça rajoute encore, on pourra quand même, voilà, ça rajoute encore un point sur le fait que dans ce cas-là, je ne serai pas dogmatique et qu'il faut, je crois que je ne rajouterai pas une deuxième installation au gaz pour le chaud sanitaire. Je rajoute, je vous ai montré dans les slides que avoir un chauffe-eau électrique quand on a des panneaux solaires, un simple chauffe-eau électrique, panneau solaire, pour moi, c'est absurde. Je vous ai dit aussi que la pompe à chaleur, on a quand même des rendements, des COP de 2. Donc, c'est quand même 2 fois moins cher avec la pompe à chaleur qu'avec un simple chauffe-eau électrique. Enfin, on a quand même une production via le photovoltaïque. Donc, tout ça ensemble ferait que dans ce cas-là, oui, passons à la pompe. Ça Il n'y a pas de évite aussi souci. d'avoir 2 équipements en parallèle, Exactement, ça évite ça me deux paraît du bon équipements. sens. Question suivante: il est souvent difficile de savoir quelle est la température idéale à laquelle régler sa chaudière au gaz. Alors moi, j'aimerais une précision, je pense que vous parlez du chauffage et on dit de mettre à 70 degrés. Si c'est la question de la légionellose, bah, Nicolas en a aussi parlé, c'est important de monter en température pour tuer les bactéries. Heu, on dit qu'on consomme moins quand elle est réglée à 50 degrés, on ne le dit pas, c'est vrai, c'est constaté, c'est mesuré, scientifiquement prouvé. Donc si on parle de chauffage et que vous avez la possibilité de mettre votre chaudière à 50 degrés, vous allez diminuer vos consommations si ça apporte toujours le même confort. Donc c'est un test qui peut être fait. Descendez la température de chauffe de votre circuit de chauffage dans votre logement, jusqu'à ce que vous atteigniez le point de confort. En dessous d'une certaine température, vous n'aurez pas assez de calories et donc vous risquez d'avoir de l'inconfort au plus fort de l'hiver. Mais ça a du sens de baisser la température du circuit de chauffage. Pour l'eau chaude sanitaire, le slide sur la légionellose était très clair, je pense, Nicolas. Alors, la question suivante, qui est évidemment la question, je vous l'ai dit, hein, c'est pas le but d'entrer dans une polémique gaz versus électricité. Alors, les alternatives pour chauffer, il n'y en a pas 10 000. Hein. Donc, pour chauffer, il faut un combustible et un comburant. Alors, le combustible aujourd'hui de disponible, ben, il y a du mazout, il y a du charbon, il y a du gaz, il y a de l'électricité qui n'est pas en combustible, mais qui est une forme d'apport de chaleur. Je dirais d'abord que l'électricité, n'oublions pas qu'il faut la produire également. Aujourd'hui, on la produit essentiellement avec du gaz et du nucléaire, un peu plus de gaz dans le futur, un peu moins de nucléaire, et naturellement également le renouvelable. Mais enfin, le renouvelable, on plafonne quand même à 30-35%. Hein, donc, il y a quand même toujours 2 tiers de l'électricité qui seront d'autres sources. Je ne vais pas entrer toujours dans une polémique, mais s'il y a des alternatives autres que ça, donc ce serait magique, mais je crois que si on avait une baguette magique, voilà, moi je n'ai pas de baguette magique. Donc aujourd'hui, si on veut sortir du gaz, il y a la seule alternative pour l'eau chaude, c'est la pompe à chaleur, on en a parlé. Vous avez vu également les coûts, vous avez vu que ça coûtait plus cher à l'usage que le gaz. Je me suis permis d'insister sur les aspects économiques pour justement pas tomber dans des polémiques sur tout électrique ou pas. Euh, les polémiques existent pas seulement pour, enfin, elle existe à peine pour l'eau chaude sanitaire. Je vous envoie vers les polémiques qui existent sur les voitures électriques versus moteurs thermiques. Je ne vais évidemment pas entrer là-dedans. Donc voilà, dans le neuf, comme je vous l'ai dit, et je l'ai dit pour la première question, quand on construit, qu'on a la possibilité de le faire, donc de sortir du gaz, évidemment qu'on le fait. Donc dans une construction neuve qui est bien isolée, on va se diriger vers des pompes à chaleur, RO, et on va également produire son eau chaude sanitaire avec cette pompe à chaleur pas en électrique direct. Donc voilà. Donc sinon, les autres alternatives, ben, voilà, il n'y a pas encore d'hydrogène. Peut-être qu'un jour on chauffera à l'hydrogène, mais enfin, je ne crois pas qu'on le fasse aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ben, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et je vous dis, s'il y avait un moyen de faire de la chaleur sans produire de CO2, ça se saurait. Hein. Enfin, il y en a un, ça s'appelle le nucléaire, mais voilà, c'est un autre débat et une autre polémique, et vous n'allez pas installer des centrales nucléaires chez vous non plus pour l'eau chaude sanitaire. Hein. Donc,
Voilà, juste une petite précision sur ma réponse quand j'ai parlé de baisser la température de la chaudière, de l'eau chaude du circuit de chauffage dans la chaudière. Bien évidemment, si nous avons une chaudière à condensation, on peut descendre sur des températures de 50 degrés. Si nous avons une chaudière atmosphérique et une ancienne chaudière, il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine température pour éviter une condensation dans le corps de chauffe. Mais là, je vous laisse en discuter avec votre chauffagiste qui doit venir tous les 2 ans pour faire le contrôle périodique de votre chaudière. La question suivante parle des panneaux solaires thermiques orientés vers le nord. Alors, il y a un outil qui a été mis en place par Bruxelles Environnement qui s'appelle la carte solaire. Elle permet de voir en fonction de l'orientation de votre toiture et de l'inclinaison de celle-ci si ça a du sens. Ça peut aussi répondre à une partie du thermique. Homegrade, on ne fait pas de dimensionnement, donc on ne pourra pas vous dire si des panneaux orientés sur le nord auront un bon rendement. A priori, pas suffisant pour que ça soit intéressant de mettre des panneaux. Nicolas, je pense que tu seras d'accord avec Oui, moi là-dessus. ça va. Alors, le temps de retour, pour un peu lâcher les chiffres, autour de 20 ans. Donc, je dis, c'est pas, en général, c'est pas ce qu'on privilégie. Dans le Nord, le Nord, les chiffres, hein, donc je vous parle de 70% de rendement. Donc, on récupère 70% de l'émission solaire pour une orientation sud à 35 degrés. Euh, maximum avec des panneaux photovoltaïques, pour vous donner une idée du rayonnement qu'on récupère, du rayonnement solaire récupéré. Hein, 25% pour le photovoltaïque, 70% pour le thermique. Dans le nord, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, ça sera quand même nettement moins. Donc, si le temps de retour est de 20 ans pour des panneaux nord, donc on ne va pas le conseiller a priori et je n'ai pas la réponse. A priori, voilà, donc j'ai vraiment pas la réponse. Donc, si c'est vraiment nord-nord, voilà. Comme à l'ombre, hein, parce que nord, ça signifie quasiment l'ombre, et le rendement, à mon avis, il vise la nullité si c'est vraiment à l'ombre. Alors, question suivante. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une boucle sanitaire dans une maison mitoyenne? Je crois que ça a été répondu en long et en large Ouais, on évite toujours la boucle pendant la sanitaire. présentation. Question d'après, quelle est la durée de vie que l'on peut attendre pour un petit boiler électrique et doit-on l'entretenir? Nicolas? Oui, alors, au petit boiler électrique, l'entretenir, c'est compliqué. En fait, le problème à Bruxelles, c'est qu'en général, dans les endroits où l'eau est très douce, les ballons, quels qu'ils soient d'ailleurs, les ballons, à un moment donné, ils lâchent parce qu'ils finissent par percer à un moment donné. À Bruxelles, pas du tout. À Bruxelles, il y a tellement de calcaire qu'en général, ils sont entartrés et puis à un moment donné, vous n'aurez plus beaucoup d'eau chaude. Il y aura la moitié du ballon sera du calcaire et qu'il n'y aura plus beaucoup d'eau chaude. Donc, plus avoir beaucoup d'eau chaude dans votre petit boilet, c'est qu'il y a beaucoup de calcaire. Donc, il qu'il vaut mieux le remplacer. Et honnêtement, pour un grand, sans s'entretien, les grands, hein, donc un boilet à 200 litres, on enlève la résistance, on enlève le truc, on sait l'ouvrir, on enlève le calcaire, on referme. Pour un petit boilet électrique, je ne crois pas que vous aurez beaucoup de chauffagistes ou de plombiers qui le feront. Je crains que tous les 10-15 ans, à partir du moment où il n'y a plus beaucoup d'eau chaude, il faudra le remplacer. Le prix est quand même nettement moindre aussi. Hein. On parle quand même, oui, je n'ai pas cité de chiffres. C'est un boiler électrique, un grand de 200 litres, coûte peut-être 1000 ou 1500 euros avec placement. Là, on est plutôt à des petites centaines d'euros. Hein. Ça se trouve d'ailleurs dans les bricots. Hein. D'ailleurs, pour limiter le dépôt de calcaire, on peut baisser la température. Il y a toujours un équilibre à trouver entre la légionellose et le dépôt du calcaire dans les ballons. Question suivante. Existe des petits. Alors, les chauffe-eau électriques instantanés pour une cuisine, est-ce qu'il y a un intérêt? Bah, c'était la même question que pour la Pourquoi douche. pas? Euh, Oui, pourquoi pas? Ça ne me choque pas d'avoir. Il faut savoir, vous regardez quand même que la vous ayez. puissance électrique de la maison, Voilà. hein. Le problème, c'est la puissance électrique. Hein. Mais oui, pourquoi pas? Ça peut être, honnêtement, je n'y ai pas pensé, mais ça peut être une très bonne alternative, puisque voilà, c'est des petits usages. Si on est tout à fait excentré du reste de ma production, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais je vous dis, c'est des très. Ouais, on parle de 5-6 kilowatts hein, pour ces trucs. C'est beaucoup, 6000 watts, c'est beaucoup. Donc, si vous avez déjà des problèmes électriques lorsque vous mettez votre four, vos plaques et éventuellement le micro-ondes, c'est Ouais. pas quelque chose ça ne sera pas compatible avec votre logement. Attention aussi, on est près d'un point d'eau, on ne fait pas n'importe quoi, on fait appel à un professionnel pour mettre ça. Il nous reste 2 questions. Peut-on utiliser l'air de la cave pour le prélèvement? Bah non, vous êtes on ça a déjà été parlé. On peut utiliser l'air de la cave si la cave est isolée du volume chauffé, Oui. sinon c'est interdit et d'ailleurs c'est une des conditions pour obtenir les primes
Donc, ça prouve qu'il y a quand même du sens à prendre l'air extérieur ou l'air de Et la cave si elle est complètement isolée du logement, de l'air quasiment extérieur. Et je me là, permets, ouais, oui, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est bien que la question soit reposée. En effet, euh, si on refroidit la cave, les gens me disent, c'est pas grave, c'est la cave, elle est toujours fraîche. Non, la cave, si votre cave est plutôt bon parce il fait plutôt bon dans votre cave, c'est parce qu'elle est réchauffée par le rez-de-chaussée, hein, soyons clairs. Donc, plus votre cave est froide, si c'est pas isolé du rez-de-chaussée, plus il y aura des déperditions du rez-de-chaussée vers la cave. Donc, il est indispensable, si on prend les kilowattheures gratuits en cave, que votre cave soit super bien isolée, même chose pour un garage, du rez-de-chaussée. Je me permets d'insister, sinon c'est absurde de mettre un boiler thermodynamique dans une cave. C'est juste absurde. Pire que moi, j'en ai déjà vu à l'intérieur. Donc, ça veut dire que les gens c'était dans un garage, le garage était dans le volume protégé. Les gens avaient mis une magnifique porte de garage super isolante et ils prenaient les kilowattheures gratuits dans le garage. Donc, on refroidissait la maison pour chauffer l'eau. Donc, ça, c'est évidemment absurde. Donc, c'est vrai, faites très attention à ça. Il faut vraiment aller chercher l'air en général à l'extérieur. Nicolas, il nous reste 2 minutes. Voilà, j'ai Il terminé. reste il reste une question sur Parfait. la chaufferie collective qui dit que la température ambiante dans la chaufferie est à 32°, que la personne c'est, un immeuble à appartement, que, effectivement 32° en permanence, c'est chaud. Donc vérifier si les tuyaux de chauffage sont bien isolés, si, la chaudière a une jaquette, performante. Voilà, c'est effectivement, une chaleur trop importante pour une chaufferie. Est-ce qu'on trouve ça normal? Non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bah, c'est toujours la question de l'isolation autour des tuyaux et des accessoires. Absolument. Les accessoires souvent sont pas isolés, les circulateurs, les choses comme ça. Donc peut-être voir s'il est possible d'isoler ces accessoires pour limiter les pertes dans la chaufferie, qui est un local qu'on n'a pas forcément envie de chauffer. Et Heu l'échangeur à plaque, n'oubliez pas l'échangeur à plaque. Souvent, il y a un échangeur à plaque qui n'est pas isolé. et donc là aussi, on réchauffe la chaufferie de façon, inutile. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci encore Nicolas pour toutes tes explications. Bedankt Joris voor de vertaling et merci Florence pour le support technique. Sans vous, nous ne pourrions pas proposer ces webinaires. Merci à vous tous d'y avoir assisté. Excellente après-midi à tous et à très bientôt.